Alors, rebonjour. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie du cours modification physiologique de la grossesse. Comme je vous l'ai dit, c'était un cours en 3 parties. Et pour la toute rentrée, ce sera la dernière vidéo de maïeutique puisque la troisième partie, on la fera pas pour la toute rentrée. Je vous sortirai la fiche un peu plus tard. Donc voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus puisque c'est la dernière de maïeutique. Je sais, c'est difficile. Alors c'est parti. Donc voilà le titre du cours. Évidemment, n'hésitez pas à faire des posts, je vous répondrai sans souci. Et si vous avez des questions, même vous pouvez venir sur les permanences de maïeutique sur le Discord. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas. On va commencer par les modifications cardiovasculaires et hémodynamiques. Donc il faut retenir surtout qu'il y a une augmentation du travail cardiaque. Durant la grossesse d'une femme, il y a un deuxième être à irriguer. Donc la volémie, la caractéristique essentielle de l'adaptation cardiovasculaire chez la femme enceinte, ça va être l'installation d'une vasodilatation artérielle très précoce et donc du coup moins de résistance, ce qui pourrait expliquer l'augmentation du débit cardiaque, ça on va le voir juste après, et précéderait l'activation du SRAA, donc du système rénine-angiotensine-aldostérone. La deuxième caractéristique, c'est l'hypervolémie, qui est l'expression de la rétention hydrosodée due aux œstrogènes, super important, et de l'augmentation de la sécrétion d'aldostérone, ça on vient de le dire. Il en résulte une augmentation du volume plasmatique, la volémie diminue progressivement pendant les 3 premiers jours du postpartum, donc postpartum c'est juste après l'accouchement, et elle va revenir à la normale entre les 4 et 6e semaines après l'accouchement. Donc 3 premiers jours postpartum, ça diminue, mais ça revient à la normale que entre 4 et 6 semaines après l'accouchement. Donc les œstrogènes, ils augmentent la fréquence et le débit cardiaque, ainsi que les débits circulatoires et la contractilité du myocarde. La progestérone, elle va permettre l'adaptation vasculaire à cette hypervolémie par un relâchement des parois veineuses et des sphincters capillaires en augmentant la capacité du lit vasculaire. Donc là, on retrouve bien le fait qu'il y ait moins de résistance. Ensuite, on continue. Le débit cardiaque, donc comme j'ai dit, on allait y venir. Il augmente de 30 à 50% et dépend de 2 facteurs. Donc 30 à 50%, c'est quand même beaucoup. Alors, les 2 facteurs, il va y avoir la fréquence cardiaque, qu'on note FC dans les formules qu'on va voir, qui va augmenter de 15%, donc ça va être plus 15 à 20 battements par minute à terme. Et le volume d'éjection systolique, donc VES, qui lui augmente de 30%, donc plus 10 à 15 millilitres. Alors, on vous a mis la petite formule qui vous montre bien que si le VES et la fréquence cardiaque augmentent, le débit cardiaque va forcément augmenter. Donc le débit cardiaque, il dépend aussi de la position maternelle. Dès 5 mois de grossesse, soit 24 semaines d'aménorrhée, il va y avoir le décubitus dorsal, c'est le fait d'être allongé sur le dos, c'est le nom de la position, qui peut entraîner une compression de la veine cave inférieure qu'on va noter VCI et qui réduit le retour veineux. Par conséquent, ça va réduire le volume d'éjection systolique, donc le VES, et donc ça peut entraîner une hypotension maternelle, ce qui va résulter en une hypoperfusion utéroplacentaire et donc qui peut ralentir le rythme cardiaque fœtal. C'est un phénomène qui est très connu chez les sages-femmes, et quand on observe un ralentissement du rythme cardiaque fœtal, on va demander à la patiente de se mettre en décubitus latéral gauche, donc allongé mais sur le côté gauche. Comme ça, le débit cardiaque, il va revenir à la normale puisqu'on va décompresser la veine cave inférieure. Voilà. Ensuite, on va parler de la pression artérielle. Elle est fonction du débit cardiaque et des résistances périphériques. Donc là, je vous ai encore remis le rappel de Biofi qui vous montre bien que la pression artérielle moyenne, au final, dépend bien. Donc QC, c'est le débit cardiaque, et RVS, les résistances des vaisseaux sanguins. Donc on sait bien que les résistances, elles vont diminuer, on l'a dit plusieurs fois juste avant, et que le débit cardiaque, lui, il augmente. Ce qu'on voit, en dépit de l'augmentation du débit cardiaque, la pression artérielle, elle baisse d'environ 20 à 30%, de façon proportionnelle à la baisse des résistances périphériques. Et ça, c'est de la 7e semaine d'aménorrhée jusqu'à environ les 24-28e semaines d'aménorrhée, donc jusqu'au 6e mois de la grossesse. Le shunt artério-veineux, créé par l'unité placentaire, et les effets vasomoteurs des hormones entraînent une augmentation des résistances périphériques. Donc on voit bien qu'on a une augmentation des résistances périphériques et donc une remontée de la pression artérielle qui revient à la fin de la grossesse, à un niveau égal à celui d'avant la grossesse. Donc on voit bien que
malgré l'augmentation du débit cardiaque, c'est surtout par rapport aux résistances que la pression artérielle va se modifier, puisque jusqu'à 6 mois, on a les résistances qui sont assez basses, et donc du coup, la pression artérielle qui diminue, et ensuite, sur la fin de la grossesse, on va avoir un retour en force des résistances qui va faire remonter aussi la pression artérielle. Pour mieux comprendre, au premier trimestre, il y a une baisse de la tension artérielle qui est physiologique liée à la baisse des résistances, et en fin de grossesse, elle doit remonter. Si la tension artérielle ne suit pas ce schéma au cours de la grossesse, on a des risques d'hypertension gravidique, de prééclampsie, d'éclampsie, donc avec beaucoup de soucis sanguins, et dans le troisième trimestre ou au moment de l'accouchement. On continue. La pression veineuse, elle reste inchangée au membre supérieur, et elle augmente beaucoup au membre inférieur, puisqu'on a la compression des gros vaisseaux, comme la veine cave inférieure, puisqu'on a vu par rapport au décubitus dorsal, par exemple, par l'utérus gravidique, donc c'est l'utérus qui va surtout compresser les gros vaisseaux et la veine cave inférieure, donc particulièrement allongée sur le dos, et cette augmentation de la pression, elle favorise l'apparition des œdèmes et des varices, donc tout ça aux membres inférieurs, bien sûr. L'irrigation périphérique, elle augmente essentiellement au niveau rénal, pulmonaire et cutané. Et aussi le flux sanguin, il va doubler au niveau des seins et il va être multiplié par 6 au niveau des mains. Les modifications respiratoires. Alors on va d'abord voir les modifications anatomiques et histologiques. Donc ça c'est une petite liste, faut la prendre, c'est comme ça, c'est plus de la liste que de la compréhension. Donc certaines modifications vont survenir dès 10 à 12 semaines, donc dès le 2e mois, c'est-à-dire bien avant que l'utérus ne refoule le diaphragme. On va avoir les côtes inférieures qui s'évasent, l'angle xiphoïdien, la xiphoïde, qui passe de 70 degrés à 105 degrés, le niveau du diaphragme s'élève de 4 cm, le diamètre antéro-postérieur, donc sur le côté du thorax, augmente de 2 à 3 cm, on va avoir une hypotonie des abdominaux, donc les abdos mous, c'est normal puisque pour le bébé, sinon, enfin pour le fœtus, on va avoir, il va avoir besoin de prendre de la place. Donc si on a les muscles qui sont complètement contractés, il va y avoir un souci pour le développement du fœtus et on va avoir une congestion de l'arbre respiratoire. Voilà. Ensuite, on va avoir les modifications fonctionnelles. Alors, il y a une augmentation du débit sanguin pulmonaire et une augmentation de la captation d'oxygène par minute. En effet, il faut apporter l'O2 aussi au bébé. Donc, il existe une augmentation des besoins d'oxygène de 20 à 30% pour le fœtus et le placenta. Tout cela, il en résulte une augmentation de la fréquence respiratoire que l'on peut noter aussi FC, qui peut atteindre jusqu'à 16 cycles par minute. C'est pour cela qu'on peut dire qu'une femme enceinte sur 2 est dyspnéique, donc la moitié, c'est quand même énorme, et cette dyspnée, elle va être physiologique, puisqu'il y a une augmentation de la fréquence respiratoire qui est totalement normale pour couvrir ces besoins qui augmentent en O2. Donc les modifications, il va y avoir des modifications du volume courant, par rapport aux poumons, les volumes de réserve inspiratoire et expiratoire et du volume résiduel. Tout cela explique que de nombreuses patientes se sentent essoufflées. Voilà, donc tout ça, ça reste physiologique. Ensuite, on va avoir des modifications hématologiques. Donc hématologique, tout ce qui est le sang, hein, bien sûr. Donc d'abord la volémie et l'érythropoïèse. Donc on a le volume plasmatique qui augmente dès le début de la grossesse. Et ça jusqu'à environ au 6e mois, avec en moyenne une augmentation de 30 à 40%, ce qui représente plus de 1 litre au 3e trimestre. Donc là, il faut vraiment comprendre. Dès le début, on a une augmentation du volume plasmatique. Ensuite, on a une expansion de la masse érythrocytaire qui débute plus tardivement, après 12 semaines d'aménorrhée environ. Ça permet une augmentation de plus de 20% du volume globulaire par stimulation de la synthèse d'érythropoïétine, donc d'EPO, par différentes hormones. En cas de supplémentation en fer, ça va passer de 250 à 450 millilitres. Donc, on a bien le volume plasmatique qui augmente de 30 à 40%. Et on va avoir une augmentation du volume globulaire de 20%. Et ça va être plus tardif. Ça, c'est pour comprendre ensuite ce qu'on va dire. Pardon. Hop. Donc, il y a une hémodilution relative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir une anémie physiologique de la grossesse. On va avoir une femme enceinte qui peut être anémique.
sur un certain taux, ça va être totalement normal puisque on a augmenté beaucoup le volume plasmatique. On a aussi plus tardivement augmenté le volume globulaire, mais on l'aura quand même moins augmenté, ce qui va faire une hémodilution relative, donc c'était pour expliquer le terme. Une anémie physiologique de la grossesse avec des taux de 11 grammes par décilitre d'hémoglobine au premier trimestre et de 10,5 grammes par décilitre au deuxième et au troisième trimestre. De ces phénomènes découlent les conséquences suivantes. On va avoir un taux bas d'hémoglobine qui n'est pas forcément un signe d'anémie chez la femme enceinte, d'où le anémie physiologique de la grossesse, puisque ça ne va pas être considéré comme une vraie anémie. Un taux élevé d'hémoglobine peut être témoin de l'expansion plasmatique insuffisante, ce qui, ça, va être pathologique. Ça voudrait dire qu'on n'a peut-être pas assez de volume plasmatique. Le volume plasmatique, qui augmente de plus de 30 à 40%, augmente beaucoup plus que le volume globulaire, qui augmente plus de 20%. Donc voilà, tout ça, c'est le principe de l'anémie physiologique de la grossesse. Ces modifications de volémie, va y avoir des bénéfices. Donc, je vais vous citer ces différents bénéfices. Donc, l'hypervolémie, elle est nécessaire à l'augmentation du débit cardiaque. Ça, on le voit dans la formule. L'hypervolémie, elle limite les conséquences d'une hémorragie en postpartum immédiat, donc lors de l'accouchement surtout, et dans les heures qui suivent l'accouchement. L'hypervolémie protège la mère d'une hypotension au troisième trimestre. Voilà. L'augmentation de la masse érythrocytaire couvre les besoins supplémentaires en oxygène, donc ça, on l'a vu pour l'augmentation des besoins d'O2. Et l'hémodilution diminue la viscosité sanguine, ce qui diminue les résistances circulatoires et le travail cardiaque. On a vu qu'on avait besoin pendant un certain moment de la diminution des résistances. Donc on va continuer avec les différents composants du sang. Donc on va d'abord avoir le fer qui est indispensable à la synthèse de l'hème, donc qui sert aussi à la fabrication des globules rouges. Les besoins quotidiens sont de 1 mg par jour au début de la grossesse et passent ensuite à 6 mg par jour à la fin de la grossesse. Sur la totalité de la grossesse, ça fait un besoin de 100 mg par jour, de 100 mg au total, et la réserve maternelle, elle est seulement de 300 à 400 mg en France chez les patients qui sont bien alimentés. L'absorption croît avec la diminution des réserves, c'est-à-dire que tant que les réserves ne sont pas vides, on ne va pas sentir le manque. L'épuisement des réserves, c'est une étape physiologique de la grossesse qui conduit à une absorption élevée, parce que tant que ça ne diminue pas, on ne va pas en absorber plus que ce qu'on a pour couvrir les besoins importants du dernier trimestre. La supplémentation en fer ne devient efficace que lorsque le taux de ferritine est bas, donc vers 6 mois. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout donner des compléments en fer, des suppléments en fer à une femme enceinte avant qu'elle ait utilisé ses propres réserves, ça servirait à rien. L'OMS conseille la supplémentation en fer de 30 à 60 mg par jour à partir de la deuxième moitié de la grossesse pour les patientes enceintes, et en France, la supplémentation n'est pas systématique. Ensuite, on va avoir les folates, qu'on peut aussi dire l'acide folique ou la vitamine B9, à ne pas confondre avec la vitamine B12 dont on va parler juste après. Donc les folates, ils participent à la synthèse de l'ADN, donc c'est quand même super important pendant la grossesse et en général, mais surtout pendant la grossesse. Les besoins augmentent pendant la grossesse. Un tiers des femmes enceintes ont une diminution des folates dès le début. Cette insuffisance en folates, c'est un facteur favorisant les anomalies de fermeture du tube neural, donc ça peut être les fentes labiopalatines et les spina bifida. En France, il existe une supplémentation systématique en périconceptionnel de folates. Donc quand on sait qu'on va faire, quand on prévoit une grossesse, en fait, on en prend forcément. Ensuite, la vitamine B12, donc comme j'ai dit, à ne pas confondre avec la B9 qui concerne les folates. Elle permet l'entrée de l'acide folique dans les globules rouges immatures, donc c'est nécessaire, si on n'a pas de B12, la B9, elle sert à rien. Les besoins qui sont de 3 microgrammes par jour sont couverts par une alimentation équilibrée, donc pas besoin de supplémentation systématique. Alors, on continue avec la numération des formules sanguines, NFS, ça vous allez beaucoup le voir dans vos études. Donc le taux de globules blancs, il augmente à partir du deuxième trimestre. La femme enceinte, elle est en hyperleucocytose, c'est normal. Hors grossesse, le taux qui est présent chez la femme enceinte, c'est synonyme d'une infection, mais pendant la grossesse, c'est physiologique. Donc on va avoir les PN neutrophiles qui vont augmenter, les PN basophiles
qui diminuent et les monocytes qui restent stables. On pourra vous donner plein de mémos pour tout ce genre d'infos, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. Si vous voulez, je pourrais vous faire une fiche récap avec quels éléments augmentent, quels éléments diminuent, les pourcentages. Si ça peut vous aider, voilà, vous me le direz sur le forum, j'attends vos demandes. Les plaquettes, elles diminuent légèrement en fin de grossesse, on appelle ça la thrombopénie physiologique. Ensuite, on va parler des électrolytes. On va avoir, pareil, là ça fait un peu liste, désolé, faut la prendre comme ça. Donc le sodium, le potassium et le chlore, ils vont être relativement stables. Par contre, le calcium, le magnésium, ils diminuent. Ils diminuent pourquoi ? Parce qu'on va avoir leur transfert vers le fœtus et l'augmentation de leur filtration glomérulaire. Donc ça part vers le fœtus et ça sort du corps aussi. Les bicarbonates, ils diminuent. Pourquoi ? Parce que l'organisme maternel s'adapte à l'alcalose respiratoire, puisqu'on a vu qu'on avait une fréquence respiratoire qui s'accélérait énormément pour couvrir les nouveaux besoins en O2. Ensuite, on va parler de l'hémostase. Alors, l'hémostase, c'est un ensemble de phénomènes qui visent à arrêter un saignement en cas de rupture des vaisseaux, et elle est modifiée dès le début de la grossesse. Donc, la plupart des facteurs de la coagulation augmentent. Donc ces facteurs, on va avoir les facteurs fibrinogènes, les facteurs 7, 8, 10 et de Wilbrand. Tout ça, je vous le détaillerai dans la fiche. Alors que les inhibiteurs physiologiques de la coagulation, antithrombine, protéines C et S, et la capacité fibrinolytique diminuent. Donc on va avoir beaucoup de choses en faveur de la coagulation. Donc pour, entre guillemets, gros guillemets, solidifier le sang. Et tout ce qui va permettre de contrer cette coagulation va être diminué. Voilà, donc la femme enceinte, elle est dans un état d'hypercoagulabilité. C'est un mot compliqué à dire. La femme enceinte, elle est dans un état d'hypercoagulabilité qui progresse tout au long de la grossesse en vue de l'accouchement et de la délivrance pour prévenir l'hémorragie de la délivrance. Petite explication supplémentaire qu'on a eue l'année dernière. Une fois que le saignement est contrôlé grâce aux plaquettes et à la formation d'un premier thrombus fragile, la coagulation se met en place pour former un caillot, un thrombus solide. Les facteurs de la coagulation vont s'activer en cascade. Pour former ce caillot, il existe des systèmes qui vont venir inhiber la coagulation, notamment le système antithrombine et le système de protéines SC. Donc c'est ce qu'on a dit qui diminuait. Si l'inhibition est activée, ça va détruire le caillot formé et donc la brèche, ça va forcément ressaigner. À l'accouchement, on ne veut pas se retrouver avec une grosse hémorragie. Donc le corps va s'adapter en augmentant les facteurs de coagulation pour former les caillots et diminuer le saignement. Et en diminuant du coup tous ces inhibiteurs qu'on a cités, qui eux iraient vers la destruction du caillot et donc du coup, grosse hémorragie. La fibrinolyse, c'est un processus physiologique complexe de dissolution des caillots sanguins qui se sont constitués de fibrine. Donc fibrinolyse, fibrine, voilà, par la plasmine. Donc ce processus clôture la coagulation sanguine afin de reperméabiliser les vaisseaux sanguins et ça sert à empêcher la formation de thrombose. Ça permet de maintenir la balance hémostatique nécessaire à la fluidité du sang. Cette capacité fibrinolytique, elle diminue progressivement pendant la grossesse pour être minimale au 3e trimestre. Donc il existe une formation excessive de caillots de fibrine par excès de thrombine entraînant une fibrinolyse réactionnelle physiologique. Du coup, cette fibrinolyse, elle va être minimum puisqu'on vient de dire qu'on ne voulait pas casser les caillots à l'approche et pendant l'accouchement, puisque sinon ça risquerait des énormes hémorragies. Du coup, la fibrinolyse, elle fait aussi partie des choses qui sont au minimum au temps de l'accouchement. Tous ces phénomènes, ils vont favoriser l'hémostase dans le postpartum immédiat. Postpartum immédiat, on a déjà vu, je crois tout à l'heure, c'est juste après l'accouchement. Surtout les 3 premières heures, moment où surviennent les hémorragies de la délivrance. Le risque thrombotique, il est maximum dans le postpartum immédiat et il dure au moins 6 semaines. C'est dû à la correction rapide de la thrombopénie avec l'accentuation du déficit en protéine S. Donc en gros, on reste encore avec les mêmes contrastes pendant encore 6 semaines. Dans le même temps, les taux de facteurs de coagulation, ils vont se normaliser. Eux, c'est de 3 à 6 semaines après l'accouchement, ainsi que l'hypofibrinolyse de la fin de grossesse. Donc tout ça, ça prend quand même un peu de temps pour se remettre à la normale. Donc
ça empêche l'hémorragie à la délivrance. Après, ça peut risquer de former des caillots pendant 3 à 6 semaines après l'accouchement. Enfin, on va voir les marqueurs biologiques de l'inflammation. On va en voir 2. La VS, la vitesse de sédimentation, qui est très augmentée pendant la grossesse et qui n'a donc aucune valeur diagnostique. Parce que si elle est hyper augmentée de base, quand on va voir qu'il est augmenté d'habitude, on va se dire qu'il y a une infection. Là, c'est juste physiologique. Et on va avoir la CRP qui n'est pas modifiée, reste stable, à entre 5 et 15 mg par litre. Elle va beaucoup servir pour faire le diagnostic des marqueurs biologiques de l'inflammation, notamment dans les suspicions d'infection, puisque si elle reste normale et qu'on fait une prise de sang et on voit que la CRP elle est augmentée, ben, on sait qu'elle n'est pas censée être augmentée pendant la grossesse, donc c'est qu'il y a sûrement une infection. Donc voilà, c'en est fini pour cette deuxième partie. J'espère que vous avez compris tout ce qu'il fallait comprendre. La fiche elle est complète parce que je sais que j'ai pas mis exactement tout ce que je dis dans le diapo. C'est pour que vous puissiez voir un peu le gros du gros dans le diapo et que ce soit pas too much écrit dessus. Donc voilà, j'espère que la maïeutique ça vous aura plu et j'attends vos questions sur le forum.